Les séismes, bon, rien que le mot, ça fait froid dans le dos. On pense tout de suite à la destruction, à cette force de la nature qui nous dépasse complètement. On explore l'espace, les fonds marins, mais prédire un séisme avec précision, ça reste un sacré défi pour la science. C'est clair. Et malgré tous nos outils, hein, les satellites, les capteurs, même l'intelligence artificielle qui analyse des tonnes de données, on a toujours l'impression qu'il manque une pièce du puzzle. Chaque catastrophe nous le rappelle d'ailleurs. On comprend bien la base, la tectonique des plaques, ces énormes blocs qui bougent, qui se frottent. Oui, ça c'est le moteur principal, on est d'accord. Mais parfois, certains détails, la soudaineté, des répliques un peu bizarres, ça colle pas parfaitement au modèle classique. Et c'est justement là qu'intervient le document dont on va parler aujourd'hui, une publication assez originale, on peut dire. Elle s'intitule The Invisible Thunderstorm. L'orage souterrain invisible, oui. C'est proposé par Abdelgafour Kretani, un chercheur indépendant marocain basé à Casablanca. Et son approche, elle sort vraiment des clous. Il la présente comme une expérience de pensée, c'est ça? Exactement. L'idée centrale, c'est et si, dans des conditions très particulières sous terre, la formation de plasma. Le plasma, le quatrième état de la matière. Oui, voilà. Et si ce plasma pouvait jouer un rôle de détonateur, en quelque sorte, un catalyseur qui, par un effet acoustique, déclencherait la rupture là où les tensions tectoniques sont déjà fortes. Attention, il faut être clair. L'idée n'est pas de jeter la tectonique des plaques à la poubelle, hein. Voir si ce mécanisme de plasma sismique pourrait compléter le tableau, pour expliquer certains séismes ou certains phénomènes associés qui restent un peu mystérieux. Bon, alors notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette hypothèse, de voir ce qu'elle a dans le ventre, telle que l'auteur la présente. Alors commençons par le début. Le plasma, on en entend parler pour le Soleil, les étoiles, les aurores boréales. Mais c'est quoi au juste? Et surtout, comment ça pourrait exister sous Terre? Alors le plasma, pour faire simple, c'est un gaz qu'on a tellement chauffé ou soumis à un champ électrique tellement fort qu'il est devenu ionisé. Ionisé. C'est-à-dire que les atomes ont perdu des électrons. On se retrouve avec une sorte de soupe hyper chaude et énergétique, pleine d'électrons libres et d'ions positifs. Et cette soupe, elle conduit super bien l'électricité et réagit fort au champ magnétique. D'accord. Mais les conditions pour créer ça, ça a l'air extrême, sous nos pieds vraiment. C'est là que l'hypothèse de Kettani devient intéressante. Il postule qu'il faudrait un cocktail de conditions bien précises en profondeur. D'abord, une source de gaz qui puisse s'ioniser. Ça peut être des gaz volcaniques ou issus de réactions géochimiques ou même de la vapeur d'eau sous très haute pression. Ok, des gaz, et après? Ensuite, et c'est crucial, une chaleur extrême. On ne parle pas du feu de cheminée là, plutôt de milliers de degrés Celsius. L'auteur évoque entre 1000 et plus de 3000 degrés. 3000 degrés. Où est-ce qu'on trouve ça? Potentiellement dans les zones de subduction, là où les plaques tectoniques plongent ou près de points chauds dans le manteau terrestre, cette chaleur fournirait l'énergie pour casser les atomes et maintenir l'état de plasma. Chaleur, gaz. Et la pression. J'imagine qu'elle est énorme là-dessous, hein. Ah oui, colossal. Ça monte très vite avec la profondeur, des milliers de fois la pression atmosphérique. Et cette pression, selon l'hypothèse, elle jouerait un rôle, elle densifie le gaz, favorise les collisions qui ionisent et elle pourrait aider à confiner le plasma, à le garder enfermé. D'accord. Et on ajoute à ça le champ magnétique terrestre local qui pourrait aussi aider au confinement et la présence de fluides comme l'eau ou le CO2 supercritique. L'auteur les voit un peu comme le carburant nécessaire pour produire le gaz initial à ioniser. Donc, si je résume, gaz spécifique, chaleur infernale, pression démentielle, des fluides, le champ magnétique. Ce cocktail pourrait théoriquement créer des poches de plasma sismique. C'est ça? C'est l'idée de base, oui. Et l'auteur précise qu'on ne sait pas combien de temps ça prendrait. Des jours, des mois, peut-être des années d'accumulation. Bon, admettons que ça existe. Comment on passe de cette poche de plasma à un tremblement de terre? L'image de l'orage souterrain invisible, elle est parlante. Expliquez-nous ça. L'analogie avec l'orage est vraiment la clé de ce raisonnement. Il propose un mécanisme de séparation des charges électriques. Imaginez, en profondeur, la roche fond partiellement, ça donne du magma. Dans cette espèce de soupe, les électrons, très légers, bougent facilement. Les ions, eux, sont bien plus lourds. Il ne bouge pas pareil, donc. Voilà. L'idée, c'est que les électrons, plus vifs, migreraient plus facilement vers le haut, tandis que les ions positifs resteraient plutôt en bas. Ah d'accord. Sur de grandes distances, ça pourrait créer une accumulation de charges négatives en haut, plus près de la croûte peut-être, et de charges positives en bas.
Une différence de potentiel, quoi. Une tension électrique qui s'installe. Comme entre un nuage et le sol, avant un éclair. Exactement. Une sorte de gigantesque batterie souterraine qui se charge, liée à l'activité géologique. Et quand la tension devient trop forte? Bang! Ça claque. L'hypothèse, c'est qu'à un certain seuil, une décharge électrique massive se produit. Un véritable éclair souterrain qui traverse la roche, rendue conductrice par le plasma. Un éclair sous terre. Oui, un canal conducteur se forme quasi instantanément. La décharge partirait d'une zone négative, peut-être proche de la surface, vers une zone positive plus profonde. Et le point d'impact de cet éclair, là où l'énergie se libère brutalement, ce serait l'hypocentre du séisme. Fascinant. Ça pourrait expliquer les séismes à différentes profondeurs, alors? Potentiellement, oui, selon où se situent ces zones de charge et où se produit la décharge. Et les conséquences de ce flash souterrain. C'est là qu'on arrive aux secousses, j'imagine. C'est ça. Ce flash de plasma sismique, comme il l'appelle, serait incroyablement puissant. Il pourrait s'étendre sur des kilomètres verticalement. L'énergie libérée, comparable, dit-il, à une petite explosion nucléaire confinée, plusieurs kilotonnes. Waouh! Ça générerait une impulsion électromagnétique intense, on y reviendra, et surtout une chaleur démentielle. L'auteur fait la comparaison à un éclair dans l'air, c'est 30 000 degrés, 5 fois la surface du Soleil. Alors, imaginez sous terre. Ça doit tout faire fondre autour, non? C'est l'idée. La roche pourrait fondre presque instantanément, créer un mélange surchauffé, une sorte de magma très spécial. Il parle même de possibles émissions de lumière qui pourraient être liées aux fameuses lumières sismiques, parfois observées. Ah oui, ces phénomènes étranges. Mais l'effet le plus important pour la suite, d'après la théorie, c'est que ce flash génère des ondes acoustiques d'une puissance phénoménale. Des ondes acoustiques. On pense au son, mais là, c'est une autre échelle d'énergie, j'imagine. Ah oui, rien à voir avec le bang du tonnerre dans l'air. Sous terre, dans la roche dense, sous une pression énorme, ce sont des perturbations énergétiques majeures. Elles peuvent avoir des effets mécaniques considérables. Et elle se propage comment? Elles se propagent dans le réseau de failles, de fissures. Le milieu géologique les influence, les ralentit, les focalise, peut-être même les amplifie par endroits. L'interaction avec les parois rocheuses doit être brutale. Ces ondes acoustiques, elles se transforment? Vous parliez de ça? Oui, c'est un point clé. À cause de l'intensité du confinement, ces ondes acoustiques pourraient devenir des ondes de choc. C'est plus tout à fait la même chose. C'est une discontinuité très abrupte de pression, de densité qui se propage. Un peu comme un mur de pression invisible, mais hyper puissant. Un mur de pression. D'accord. Mais comment ce mur fait trembler le sol à des kilomètres jusqu'en surface? L'hypothèse, c'est que cette onde de choc, en traversant les roches fracturées, agit comme un piston géant. Elle mobilise et expulse violemment tout ce qui est piégé dans les pores et les fissures. L'eau, le CO2 supercritique, peut-être du magma, des débris de roches. Une expulsion brutale. Oui, vers les zones où la pression est plus faible. Ce flux de matière expulsée forme une sorte de jet souterrain, et ce jet peut amplifier l'onde de choc et lui permettre de voyager bien plus loin que l'hypocentre initial. En suivant les failles, j'imagine. Le chemin le plus facile. Surface, qu'elle libère son énergie en vibration. Et ce sont ces vibrations qu'on ressent comme le séisme. Voilà, la force des secousses, la magnitude, dépendrait de l'énergie initiale, de la quantité de matière expulsée, du type de roche traversée. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi on voit parfois des fissures énormes s'ouvrir ou des glissements de terrain. Donc si je résume le processus. 1. Accumulation de charges électriques. 2. Décharge massive, l'éclair souterrain. 3. Ça crée chaleur et ondes acoustiques extrêmes. 4. L'onde acoustique devient onde de choc. 5. L'onde de choc expulse fluide et débris le long des failles. 6. Cette expulsion fait vibrer la surface. C'est bien ça? C'est exactement la séquence proposée par l'auteur, oui. L'analogie de l'orage, charge, éclair, tonnerre et effet est vraiment au cœur de son idée. Une question qui vient tout de suite. Et les répliques, ces secousses qui suivent souvent un gros séisme, comment ce modèle les explique? Alors, l'auteur suggère que la première grosse décharge, le séisme principal, laisse derrière elle un environnement complètement chamboulé. Il reste des gaz ionisés, la température est encore très haute par endroits, les champs électromagnétiques sont perturbés, de nouvelles fractures se sont créées. La zone est sensibilisée en quelque sorte. C'est ça. Elle est prête pour de nouvelles décharges. Des plasmas secondaires pourraient se former de manière un peu plus aléatoire, imprévisible, dit l'auteur, dans ces nouvelles cavités ou failles.
Un peu comme des braises qui se rallument. Un effet domino. C'est un peu l'image, oui. Chaque petite décharge secondaire, une réplique, modifie à nouveau l'environnement local et peut en déclencher d'autres. Ce serait un processus qui s'entretient pendant un temps, puis qui diminue à mesure que l'énergie se dissipe, que ça refroidit, que les charges se rééquilibrent. Pour étayer son idée, l'auteur cite des observations faites lors du séisme d'El Haouz au Maroc en 2023. Il parle des nombreuses répliques, du fait que ça a été ressenti à plus de 500 km, et il mentionne aussi l'apparition de nouvelles sources d'eau en montagne après le séisme. Oui, et il y a un autre détail qu'il souligne et qui est assez troublant. Ah oui? Lequel? Une perturbation des réseaux de communication, téléphone, Internet, pendant une dizaine de minutes sur une zone très large, pile au moment du séisme. Ah oui, ça c'est curieux. Et ça collerait avec l'hypothèse. Mais potentiellement oui. On parlait de l'impulsion électromagnétique, l'IMM, générée par la décharge de plasma. Ces ondes EM voyagent à la vitesse de la lumière, beaucoup plus vite que les ondes sismiques. Donc une IM puissante pourrait effectivement perturber les communications quasi instantanément sur une grande zone. Avant même l'arrivée des secousses. Voilà. Ça pourrait être un signal précurseur quasi immédiat. Et pour les sources d'eau qui jaillissent, ça pourrait être lié à cette expulsion des fluides dont on parlait, l'onde de choc qui force l'eau à remonter. Et il fait un lien avec les volcans ou les tsunamis. Il évoque des liens possibles, mais avec prudence. Pour un volcan, la chaleur de la décharge pourrait aider à fondre la roche, à mobiliser du magma. La pression des gaz et l'onde de choc pourraient ensuite le pousser vers la surface. Pour un tsunami, si la décharge a lieu sous la mer, l'onde de choc pourrait déplacer brutalement une grande masse d'eau et créer la vague. D'accord. Mais il insiste bien, ça dépend énormément du contexte géologique, ce n'est pas automatique. Bon, on est clairement face à une hypothèse. Disons audacieuse. Si elle avait une part de vérité, même petite, quelles seraient les implications? Elle serait potentiellement énorme. Déjà, scientifiquement, ça ouvrirait de nouvelles pistes de recherche passionnantes. En mélangeant sismologie, physique des plasmas, électromagnétisme, faudrait revoir certains modèles. Et pour nous, concrètement? Même des dizaines de secondes d'avance, c'est peu, mais c'est énorme pour se mettre à l'abri, couper le gaz, arrêter les trains. Ce serait une révolution pour l'alerte. Complètement. L'auteur va même plus loin, il suggère de surveiller l'accumulation des charges électriques comme précurseur, et il lance l'idée, très futuriste, d'essayer d'inhiber ces charges pour désamorcer le truc. Empêcher un séisme? On est dans la science-fiction là, non? Pour l'instant, oui, techniquement, c'est très spéculatif, mais ça montre le potentiel de l'idée. Et puis, comprendre, ça pourrait aussi changer la façon dont on construit pour mieux résister à ces effets d'onde de choc et d'expulsion de fluide. Il faut quand même le rappeler, l'auteur lui-même, Abdelgafour Kettani, le dit, c'est une hypothèse, il n'y a pas encore de preuves scientifiques directes. Tout à fait. Sa conclusion est très mesurée. Il présente ça comme une piste, une invitation à réfléchir autrement, à croiser les disciplines. Il pense que ça pourrait éclairer certaines énigmes sismiques. Le but, c'est pas de remplacer la tectonique des plaques, mais de la compléter. Pour une meilleure compréhension globale au final. Voilà. Et si on comprend mieux, on peut espérer un jour mieux anticiper, mieux se préparer et surtout mieux protéger les populations. C'est ça l'objectif ultime. Donc, pour résumer cette exploration assez fascinante, l'idée de l'orage souterrain visible, c'est que des décharges électriques de plasma, des sortes d'éclairs souterrains, pourraient déclencher certains séismes. Ces éclairs provoqueraient une onde de choc qui expulserait de la matière, et c'est ça qui ferait trembler la surface. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Indépendamment de savoir si c'est vraiment du plasma ou autre chose qui est en jeu, cette hypothèse met le doigt sur l'importance potentielle des phénomènes électromagnétiques liés au séisme. Alors, même si la cause première est différente, est-ce que surveiller de très près les variations subtiles des champs électromagnétiques terrestres, ça ne pourrait pas devenir une clé majeure pour améliorer l'anticipation des séismes à l'avenir? Qu'en pensez-vous? Pour ceux qui voudraient creuser la question et lire l'article source directement, il s'agit de The Invisible Thunderstorm par Abdelgafour Kettani. Vous trouverez la référence et peut-être l'article lui-même via son identifiant de chercheur OSRCI, qui est mentionné dans la description de notre discussion.